Merci, cher ami professeur Bachir. Je remercie les organisateurs et principalement professeur Brahimi de m'avoir invité pour participer à cette deuxième journée d'association de médecine psychosomatique orientale. C'est un grand plaisir pour moi de participer avec vous et je vous félicite vraiment pour le choix de la thématique qui est une thématique, je dirais, le stress est devenu notre partenaire, je dirais, quotidien. Ça fait partie de notre vie. On ne pourrait pas s'en passer. Mais quand le professeur Brahimi m'a proposé le sujet, je trouvais que c'était un peu difficile. Oui, la maladie auto-immune et le stress, c'est une chose qu'on sait. Oui, la maladie auto-immune peut être déclenchée par un stress et les poussées d'une maladie auto-immune peuvent survenir à cause d'un stress. Mais c'est à ce moment que je me suis demandé certaines questions. Est-ce qu'il y a vraiment un lien bien expliqué, bien élucidé, qui explique comment le stress pourrait déclencher une maladie auto-immune? C'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Les maladies auto-immunes, comme vous le savez, ça touche des millions de personnes dans le monde. Ils sont dus à un dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit, en fin de compte, à s'activer contre l'organisme. Et c'est ce qu'on appelle les ruptures de tolérance de soi. Donc c'est le système immunitaire du soi qui s'active contre lui-même et qui va déclencher plusieurs pathologies auto-immunes. Il faut savoir qu'il y a deux types de pathologies auto-immunes. Il y a les pathologies auto-immunes spécifiques d'organes où on a des anticorps dirigés contre un organe spécifique. Et il y a les maladies de système non spécifiques d'organes et je dirais générales, qui peuvent toucher plusieurs organes à la fois. Donc, les maladies auto-immunes sont des maladies d'origine multifactorielle, où on a impliqué essentiellement le terrain ou la prédisposition génétique, mais il y a d'autres je dirais, éléments environnementaux, hormonaux, bactériens, ou en rapport avec la prise. Mais essentiellement, le stress prend de plus en plus de la place dans le déclenchement des maladies auto-immunes et les études se sont intéressées de plus en plus pour expliquer ce lien entre le stress et la survenue d'une maladie auto-immune. L'OMS a estimé qu'en 2030, les pathologies liées au stress deviendront les troubles de santé les plus épuisants et les plus répandus. Que les personnes qui sont exposées à des environnements stressants, le travail, le conflit, la pauvreté, ont un risque accru de développer une dépression, des troubles cognitifs et même des maladies cardiovasculaires. Et concernant les maladies auto-immunes, la majorité des études ont constaté que 80% des patients rapportent un événement traumatisant ou stressant précédant la survenue d'une maladie auto-immune. Ça peut être un traumatisme avec le développement du stress post-traumatique, comme ça peut être seulement un événement traumatisant, sans que le patient ait développé le syndrome de stress. Pour commencer, ça a été déjà dit, le stress est toute expérience éprouvante perçue par l'organisme comme une agression. Ça peut être une agression physique, psychologique ou émotionnelle. La définition de l'Institut national de santé et de recherche médicale avait défini le stress comme un état biologique qui menace l'homéostasie et ou l'équilibre interne de l'organisme. C'est une réponse d'adaptation de notre organisme aux contraintes aux plusieurs agressions, et cette adaptation qu'on va concerner les systèmes de régulation et de défense, qu'elles soient physiques ou psychologiques. L'état de stress n'est pas en elle-même une pathologie en soi, mais l'intensité du stress et sa durée peut menacer au long cours la santé physique et mentale des différentes personnes. Ça a été déjà mentionné par mes chers confrères, c'est déjà en 1934, Dr Hans Selye, qui est un médecin québécois et qui est pionnier dans les études de stress, avait remarqué que les gens qui sont porteurs d'une infection présentaient un cortège de symptômes qui n'est pas vraiment lié à l'infection en elle-même et qui leur donnait de l'air malade. C'est quoi cet air malade? C'est des patients qui sont tout le temps allongés dans leur lit, ils n'ont pas d'appétit, ils n'arrivent pas à bouger, ils ne veulent pas voir de certaines personnes et qui sont repliés sur eux-mêmes. Et on n'arrivait pas à expliquer comment une infection pourrait donner tous
ces symptômes. Bon, une infection, ça peut donner de la fièvre ou des symptômes en rapport avec le site infecté, mais pourquoi ces symptômes? Et on avait défini que c'est la réaction du corps devant cet air malade qui est le stress. Et c'est une réponse non spécifique que le corps donne à toute demande qui lui est faite. Donc, par la suite vient le concept de syndrome d'adaptation générale, qui est en lui-même une réponse non spécifique de l'organisme à une situation vécue comme adverse. Cette réponse comporte des réponses comportementales, des réponses cardiovasculaires et métaboliques. Et ce syndrome d'adaptation générale, comme avait été déjà mentionné, il évolue en 3 phases. La phase d'alarme, la phase de résistance. La phase d'alarme, c'est la phase de stress aigu. La phase de résistance, quand le stress se prolonge. Et la phase d'épuisement, quand le stress devient vraiment chronique. Un petit peu, c'est important pour la suite de développement de maladies auto-immunes, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces 3 phases. Dans la phase d'alarme ou la phase de stress aigu, suite à un stress physique ou psychologique, il y a 2 voies majeures activées par le stress. Le système nerveux autonome qui donne des réponses rapides par le biais des catécholamines, et l'autre axe, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui donne une réponse beaucoup plus prolongée. Donc, dans le stress aigu, il y a une stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire par le système nerveux autonome qui va activer les surrénales, et ces surrénales vont sécréter des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline. Par la suite, on a les événements qu'on connaît, l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la tension, et par la suite, une augmentation du flux musculaire cardiaque et encéphalique, et par la suite, il y aura une réponse adaptée en fonction de la situation de stress à laquelle l'individu est confronté. Quand le stress se prolonge, il y a toujours une stimulation continue de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Il y aura cette fois-ci une sécrétion beaucoup plus longue de la corticotrophine releasing factor qui va stimuler l'hypophyse et qui va libérer la corticotropine qui est l'ACTH. Cette sécrétion d'ACTH, c'est elle qui est responsable des glycocorticoïdes, la sécrétion de glycocorticoïdes par le cortex surrénalien. Et les glycocorticoïdes vont fournir les sources d'énergie, les glucides et les graisses pour l'effort musculaire, mais également, puisqu'ils sont liposolubles, ils vont passer à travers la barrière hémato-encéphalique pour maintenir un état d'hypervigilance. Et pour éviter l'épuisement des ressources, l'organisme, les glucocorticoïdes vont exercer un effet de rétrocontrôle négatif et vont bloquer la production du CRF et de la CTH. Par la suite vient la phase d'épuisement, là où on a le stress qui se prolonge. Donc il y a une hyperactivité continue du système hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc on a les taux élevés de CRF, une sécrétion importante de glycocorticoïdes, mais à un certain moment, le rétrocontrôle des glycocorticoïdes devient inefficace. Alors on a une résistance aux glycocorticoïdes avec une diminution des récepteurs aux glycocorticoïdes. Ces modifications hormonales qui sont occasionnées par le stress vont retentir sur le système immunitaire. Les lymphocytes qui expriment des récepteurs hormonaux et les organes lymphoïdes sont innervés par le système sympathique. Et ils sont très sensibles aux variations des glycocorticoïdes. Et donc, cette variation cette modification hormonale et cette résistance aux corticoïdes va altérer la réponse humorale. Donc, le stress peut dérégler notre système immunitaire. Jusqu'à quoi? Est-ce que ça peut être jusqu'au point où ce système immunitaire va se déclencher contre nous-mêmes? C'est ce qui nous pousse à poser la question, quel est le lien exact entre le stress et les maladies auto-immunes, et est-ce qu'il y a un lien qui est expliqué? Pour essayer de comprendre comment le stress peut induire des maladies auto-immunes, il faut d'abord comprendre comment l'organisme se défend contre les maladies de façon générale. Je ne vais pas être très longue. Donc, des fois, après l'introduction d'un pathogène, quel que soit un antigène, quelle que soit son origine, il y a une stimulation d'abord de l'immunité cellulaire. On a 2 types d'immunité. Il y a l'immunité innée non spécifique, il y a l'immunité acquise spécifique. Donc essentiellement, c'est l'immunité non spécifique qui s'active avec un afflux de macrophages, de monocytes, de monotrophiles. Il y a la phagocytose qui s'installe pour contrôler cet antigène, et il y a une cascade de signalisation qui commence, production de plusieurs cytokines qui vont impliquer les lymphocytes TNK qui jouent un rôle important dans la
défense anti-infectieuse et anticancéreuse, comme l'a précisé le professeur Alfred. Et après ces lymphocytes TNK, il y a une réaction pro- et anti-inflammatoire. Soit ça marche et l'inflammation est contrôlée, soit ça ne marche pas et on va faire appel à d'autres lymphocytes, non seulement les lymphocytes B et les lymphocytes T auxiliaires ou TLR, qui vont produire d'autres cytokines et qui vont entraîner une activation soutenue de ces lymphocytes B. Et cette activation continue et soutenue de ces lymphocytes B va entraîner la production d'anticorps. Et dans le cadre de maladies auto-immunes, il y aura une production d'auto-anticorps, des anticorps qui sont dirigés contre l'organisme lui-même. Le cerveau et le système immunitaire sont en dialogue permanent. Déjà, le système immunitaire est considéré comme un septième sens, en plus des six sens qu'on a. Et donc, le stress, on a compris qu'il stimule le système autonome et l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça donne une sécrétion d'hormones. Ces hormones vont être reçues par les cellules, vont se fixer sur les récepteurs des cellules immunitaires. Soit ils vont agir soit par action directe, soit par le biais de cytokines. Et la conséquence, c'est une modification de la réponse immunitaire. Donc, la réaction du système immunitaire au stress semble dépendre de trois choses. Essentiellement, la durée d'exposition au stress. On a vu que la réaction au stress aigu n'est pas la même qu'au stress chronique. La réaction individuelle et surtout une autre chose, c'est la perception du stress par la personne. Pour le stress aigu, elle a un effet sur le système immunitaire qui est semblable à une infection aiguë. Donc je dirais qu'il est plutôt bénéfique. On a une réaction inflammatoire qui se forme, qui est de bas grade, qui va être généralisée à tout le corps. Cette réaction va dépendre des caractéristiques individuelles, mais surtout des traits psychosociaux. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui agit en répondant au stress par la colère et l'anxiété, chez ces patients, on avait remarqué que la réponse inflammatoire est très importante. Mais lorsqu'on agit en face à une situation stressante par une attitude positive, avec un peu de réflexion, c'est pas des malades, c'est des gens, on trouve que la réponse inflammatoire est faible. Donc ça dépend de la façon dont on perçoit le stress. Le stress chronique, dans le cas du stress chronique, les deux types d'immunité, que ce soit l'immunité innée ou acquise, sont affectés. Donc, après l'hyperactivation de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, les taux élevés de CRF et sécrétion de glucocorticoïdes, je vous rappelle que le rétrocontrôle pour bloquer la sécrétion des corticoïdes devient inefficace, mais même le fait qu'on a beaucoup de glucocorticoïdes qui ont le cortisol qui est considéré, les connu comme un inhibiteur naturel de l'inflammation, on a une résistance à ce cortisol et une diminution des récepteurs aux corticoïdes. Au niveau de l'immunité innée, on aura une diminution en nombre et en activité des lymphocytes T régulateurs, ce qui expose les patients à des infections virales, des maladies auto-immunes et du cancer. Mais au niveau de l'immunité acquise, et c'est là où ça commence où cette immunité, par le biais des lymphocytes T effecteurs, les lymphocytes TCD4 et lymphocytes TLR, que l'auto-immunité se développe. Il faut savoir que les lymphocytes TLR, on en connaît deux voies. Ils vont activer deux voies, je veux dire. Il y a le TH1 et le TH2. Ces voies d'activation de la réponse immunitaire ils jouent un rôle important dans le développement de maladies auto-immunes. Lorsqu'on a une modification de la balance TH1-TH2, il y aura l'apparition de maladies auto-immunes. Lorsque, par exemple, le TH1 devient prédominant, il y a le développement, par exemple, de PR, de sclérose en plaques. Lorsque la balance TH2 est plus prédominante avec sécrétion de certains cytokines, ça vient, par exemple, l'apparition d'un lupus. Donc, toute modification hormonale qui agit sur l'immunité cellulaire ou humorale serait responsable d'un dysfonctionnement ou d'une modification de la balance TH1 et TH2 avec un vieillissement accéléré du système immunitaire qui agit également sur l'apoptose. Peut-on mesurer le stress? Oui, on peut le mesurer par le biais des hormones qui sont sécrétées lors du stress, principalement le cortisol, qui est l'hormone majeure de la réaction de résistance de l'organisme au stress. Mais lorsque le stress devient très chronique et très sévère, cette
cette hormone qui est connue par son effet anti-inflammatoire va être responsable d'une inflammation accrue. Il y a d'autres hormones qui ont été dosées dans le stress, notamment la déhydropériondestérone et le sulfate déhydropériondestérone, mais surtout ce qu'on pourrait mesurer vraiment, c'est les cytokines. Le plus mesuré et le marqueur de stress le plus utilisé, c'est l'interleukine 6. Il joue un rôle, c'est une cytokine qui est pro-inflammatoire et on a constaté qu'il est élevé aussi bien dans le stress aigu et chronique. Il y a d'autres cytokines qui sont élevées lors du stress, notamment les interférons, le tumor necrosis factor et d'autres interleukines. Est-ce qu'il y a des études qui ont vraiment prouvé que le fait d'avoir un stress chronique pourrait déclencher statistiquement une maladie auto-immune? La plus large étude suédoise qui a été faite depuis, c'est une étude observationnelle qui a été réalisée en Suède entre janvier 1981 et décembre 2013. L'objectif de cette étude est de déterminer s'il existe une association entre les troubles liés au stress et les maladies auto-immunes. Cette cohorte a inclué 100 000 personnes diagnostiquées pour des troubles liés au stress. Elles se sont intéressées surtout au stress post-traumatique, mais également à d'autres troubles de stress. Et on a apparié cette cohorte à 1 million de personnes qui n'ont pas été exposées au stress, mais également à un groupe proche de ces personnes qui ont été exposées au stress. Les troubles ont été identifiés grâce à un registre national du patient et on avait identifié 41 maladies auto-immunes qui vont apparaître au-delà d'un an après le diagnostic d'un trouble lié au stress. Donc, les troubles liés au stress qui ont été étudiés, c'est surtout le stress post-traumatique, il y a la réaction de stress aigu, les troubles d'adaptation et d'autres réactions au stress. Les résultats qui ressortent de cette étude, que l'âge moyen c'était 41 ans, le suivi de cette étude était de 10 ans et 60% étaient des femmes, comme ce qui a été signalé précédemment, et que le taux d'incidence de maladies auto-immunes était à 9 pour 1000 personnes exposées par rapport à 6 dans les groupes non exposés. Donc, par rapport à la population non exposée, les patients souffrant de troubles liés au stress présentent un risque accru de maladies auto-immunes avec un odds ratio qui était significatif, avec un odds ratio qui était plus de 1,36. Le odds ratio pour les patients souffrant spécialement du syndrome de stress post-traumatique était de 1,46 pour toutes les maladies, mais il était beaucoup plus important pour les maladies auto-immunes. Donc le risque était beaucoup plus important chez les patients qui étaient plus jeunes. Ce qu'on avait constaté également dans cette étude, que l'utilisation continue des inhibiteurs sélectifs de recaptage de la sérotonine au cours de la première année suivant le diagnostic du stress post-traumatique était associée à un risque relatif plus faible de maladie auto-immune. Cela veut dire que plus on diagnostique le trouble et mieux on le traite précocement, mieux on diminue le risque de survenue de maladies auto-immunes. Donc, dans cette étude, on conclut que le stress peut augmenter de 50% le risque de maladie auto-immune durant un suivi de 10 ans, et le risque d'avoir plusieurs maladies auto-immunes à la fois était de 130%. La majorité des malades qui ont développé une maladie auto-immune n'ont pas développé une, ils en ont développé plusieurs. Ça reste à discuter parce que dans les maladies auto-immunes, il n'y a pas que le stress, il y a d'autres facteurs, y compris les facteurs génétiques prédisposants, qui peuvent également jouer un rôle. Donc, le stress est particulièrement néfaste pour les personnes sensibles ou lorsque le niveau de stress est élevé, et il est indispensable de ne pas négliger les troubles liés au stress, de les traiter précocement pour ne pas maintenir le stress chronique qui va altérer les fonctions immunitaires. Parce que si on veut vraiment comprendre comment le stress peut donner une maladie auto-immune, c'est surtout pas le stress aigu, mais c'est le stress chronique. Je vais vous donner quelques exemples de maladies auto-immunes déclenchées par le stress. En premier, il y a la polyarthrite rhumatoïdique. Cette maladie est caractérisée par
une modification de la balance immunitaire en faveur du profil TH1 avec sécrétion de certaines cytokines qui favorisent la survenue de VR. Le stress a été prouvé par plusieurs études qu'il déclenche les poussées de polyarthrite rhumatoïde, et on avait objectivé qu'il y a une activation importante de l'interleukine 6 et le TNF-alpha qui jouent un rôle primordial dans la survenue d'arthrite. Je vais m'attarder un petit peu plus à une pathologie chère à l'interniste qui est le lupus érythématosystémique. Et je dirais que c'est la pathologie, je dirais, la plus fréquente et la plus couramment où on objective où on constate que le stress déclenche cette maladie ou plutôt déclenche les poussées de cette maladie. Donc, il est connu comme facteur déclenchant de poussée. Comment ça survient? C'est une modification de la balance immunitaire en faveur du profil TH2. Et cet stress chronique va entraîner une diminution persistante des cellules T régulatrices qui favorise l'apparition de l'auto-immunité. On a constaté également que chez les patients lupiques, le taux de cortisol devient bas chez les patients lupus actifs, avec un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait expliqué pour comment le stress chronique va entraîner une maladie auto-immune. C'est enfin beaucoup de corticoïdes qui ne sont plus efficaces et qui perdent leur effet anti-inflammatoire. Donc cette étude, c'est une cohorte américaine qui inclut 54 000 femmes avec un suivi de 24 ans. On a suivi chez femmes qui avaient subi un traumatisme ou un stress post-traumatique, et on voulait savoir est-ce que ces femmes vont développer du lupus, et par la suite on a retenu le lupus sur les critères. Donc le stress post-traumatique ou l'exposition au traumatisme a été évalué par le Short Screening Scale for DSM-4. Ça a été soit une agression physique, une agression sexuelle, puis les femmes étaient classées en 3 catégories: les femmes qui n'ont subi aucun traumatisme, les femmes qui ont subi un traumatisme mais sans qu'ils développent un syndrome de stress post-traumatique, et un groupe qui avait soit un stress post-traumatique subclinique ou un stress post-traumatique qui était probable avec plusieurs symptômes. On a évalué ceci en évaluant d'autres facteurs qui peuvent exposer les malades au lupus, notamment le tabagisme, l'IMC élevé et l'utilisation de contraceptifs. On ressort dans cette étude, parmi ces femmes, on a objectivé 73 cas de lupus. Comparativement aux femmes sans traumatisme, le stress post-traumatique était associé à un risque élevé de lupus avec un odds ratio à 2,9. Le stress subclinique était associé également à un surrisque. Et lorsqu'on a ajusté on a ajusté avec les facteurs qui exposent également au lupus, on avait trouvé que l'exposition à un traumatisme psychologique avec ou sans développement de stress post-traumatique était fortement associé au lupus. Donc, les traumatismes psychosociaux et le stress peuvent exposer à la survenue de maladies auto-immunes, d'où l'intérêt d'une prise en charge psychologique qui est. Donc, le stress est fréquent chez les patients atteints de lupus et il est souvent associé à la dépression, la fatigue, poussée de la maladie. Il peut être modifiable. Donc, dans cette étude, c'est intéressé quels sont les facteurs prédicteurs ou prédictifs de stress chez les patients qui sont suivis pour un lupus. C'est une étude qui s'est intéressée à 700 malades lupus. Et le stress élevé était le variable dépendant avec plusieurs covariables, notamment la qualité de vie, la présence de comorbidité, le recours aux urgences. Et ce qui ressort de cette étude, on avait constaté que 66% des participants dans cette étude avaient un stress élevé. Et que le patient avec un stress élevé avait un âge plus jeune, ils étaient mariés, pauvres, souvent sans emploi, il y avait d'autres comorbidités, notamment le diabète, ils ont souvent une maladie active avec des poussées et des séquelles de la maladie, et ils ont une qualité de vie qui est altérée. Donc, une meilleure qualité de vie était significativement associée à un risque de stress moins élevé, ce qui est logique. Une autre pathologie, en plus de lupus qui expose qui peut être déclenchée par le stress, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Déjà dès 1950, ces maladies étaient considérées comme des maladies psychosomatiques
Et le stress, comme on a expliqué que le stress pourrait donner une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est par l'augmentation du passage bactérien à travers la muqueuse digestive qui va aggraver les symptômes digestifs et augmentation de la motilité et de la sécrétion de la muqueuse colique. Et par la suite, plusieurs études ont montré que le traitement d'anxiété ou des troubles de l'humeur diminue le risque de pousser de ces maladies. Le stress et thyroïdite auto-immune, je pense que pas mal d'entre vous ont constaté ceci. Le stress et la thyroïdite auto-immune, c'est vraiment assez fréquent. C'est un élément déclencheur. La majorité de patients qui ont eu une maladie de base 2 décrit correctement un événement traumatique avant le survenu de cette thyroïdite. Et pour le stress chronique, ça donne plutôt de l'hypothyroïdie que de l'hyperthyroïdie. Et bien sûr, quand on a une hypothyroïdie, ça va entraîner une diminution de la réponse immune. Et on sait très bien que lorsqu'on a une thyroïdite auto-immune, il y a un palier de maladies auto-immunes qui peuvent être associées ou qui va apparaître par la suite. La dernière pathologie, c'est le diabète. Oui, le stress est un facteur déclenchant, mais généralement qui survient sur un terrain génétiquement prédisposant. On a une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec des taux plasmatiques et urinaires de cortisol élevés qui vont altérer la réponse au stress. Donc si on veut se résumer, situation ou un vécu stressant va entraîner une réaction de l'organisme contre ce stress. Et ça peut causer des maladies, soit des maladies somatiques ou des maladies psychologiques. Et pour conclure, je dirais que le lien entre le stress chronique et les maladies auto-immunes semble être vraiment établi. Mais il ne faut pas négliger le rôle d'autres facteurs prédisposants. Le stress est responsable, les deux principaux mécanismes qui peuvent engendrer une maladie auto-immune par le stress, c'est la glucorésistance et le déséquilibre des balances cytokiniques. Et on est, sûr que l'émergence, cette modification de balance cytokinique serait responsable de l'émergence et des rechutes des maladies auto-immunes. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment reconnaître le stress et le traiter et le prendre en charge précocement avant le développement d'un stress chronique. Et normalement, la prise en charge du stress doit faire partie intégrante du traitement de maladies auto-immunes parce que ça favorise les poussées. Le stress peut protéger contre le développement d'une maladie auto-immune. Je dirais que c'est la seule moyen de prévention. Mais comment on va gérer notre stress? Ça a été déjà dit. L'amélioration de l'hygiène de vie, lutter contre le tabagisme, les addictions, l'alimentation saine, le sommeil suffisant. Mais il y a également certaines choses qu'on doit faire. C'est le contrôle de consommation des médias. Il faut vraiment identifier et réduire les sources de stress dans sa vie. Il faut s'habituer à faire de la méditation, explorer les sentiments positifs, adopter des stratégies d'adaptation avant de se retrouver dans une situation de crise. Et enfin, il faut vraiment diagnostiquer les troubles liés au stress et les traiter précocement. On est tous des médecins confrontés à des malades. Chacun sa spécialité, mais je dirais que tous les malades ont une souffrance particulière. Il ne faut pas négliger le côté psychologique, surtout en oncologie, mais également dans d'autres situations, pas seulement en oncologie, notamment pour les maladies de système ou les maladies auto-immunes. Donc il faut vraiment travailler sur notre santé mentale parce que ça détermine la façon dont on va interagir avec le monde et comment on va gérer les défis. Et donc, il est important d'être proactif et dans notre apprentissage en matière de santé mentale et d'adopter vraiment des stratégies d'adaptation avant de nous retrouver dans une situation de crise. Et je demanderai aux psychiatres et aux psychothérapeutes de vraiment faire un grand travail sur les représentations mentales des individus. Et je vous remercie.